Dans la nature, il faut être un initié pour ne pas les confondre, ces deux-là, tant qu'ils se ressemblent. Je parle bien sûr de son proche cousin, le grimpeau des bois. Il ne faut pas associer l'espèce à son habitat, la preuve. Celui-ci vit dans un bois, bordé par une rivière. Peu de chance de les rencontrer tous les deux, car leur milieu fréquenté diffère. Le grimpeau des bois affectionne surtout la forêt dense, de conifères et de hêtres. Le second habite dans les bois feuillus ou mixtes, dans les jardins boisés, les vergers, les bosquets. Il a un bec plus long, un ongle arrière plus court, un plumage ventral plutôt grisâtre, mais d'après les spécialistes, il est plutôt facilement identifiable par son chant. Il est d'un naturel peu farouche. Il faut s'intéresser à lui pour l'inquiéter. Grâce à sa petite taille et à sa livrée brune, il passe le plus souvent inaperçu. Seuls ses petits cris discrets peuvent trahir sa présence. Il consomme quelques graines, mais c'est avant tout un insectivore. Son bec effilé lui permet de capturer de minuscules proies logées dans les crevasses des écorces. Araignées, cocons et cloportes font également partie du menu. Généralement, les arbres sont auscultés attentivement en partant de la base du tronc. C'est une particularité chez l'espèce. Les précédentes années, lors de mes prospections, j'ai trouvé deux nids, malheureusement inaccessibles, par leur configuration et leur hauteur. Celui-ci est placé, je dirais plutôt coincé, au centre d'une branche fendue. Je connais bien cet arbre. C'est un orme, imposant de 35 mètres. Son tronc se sépare à 1,50 m en deux énormes branches. Il m'a servi de nombreuses fois d'affût lors de mes observations au martin-pêcheur. Son pied repose quasiment sur la rive. Côté rivière, le nid se trouve à 2,20 m, mais côté berge, grâce à la dénivellation, il n'est plus qu'à 1,60 m. C'est une opportunité. De plus, il dispose de deux accès diamétralement opposés. Une échappatoire sans doute, contre les nombreux prédateurs. Cette caractéristique, le plus souvent respectée, propre à l'espèce, a facilité mes prises de vue. Un seul bémol est de taille, la lumière. Dissimulé dans une anfractuosité, il est toujours dans la pénombre. Celui-ci ne déroge pas à la règle. Afin de ne pas trop perturber les nicheurs, j'ai réutilisé ma mini-torche de fabrication maison, réglable à distance. Malgré sa taille réduite, il fut nécessaire d'agrandir la fente d'entrée d'1 centimètre. Après chaque intervention, le morceau d'écorce décollé fut refixé à sa place initiale. À part dans les nichoirs artificiels destinés aux mésanges équipés de micro-caméras, qu'il adopte parfois, son nid naturel est rarement filmé dans ces conditions. Ajouter un éclairage peut être très perturbateur. Malgré mon expérience, je suis resté très attentif au comportement des parents. Ceux qui partagent ma passion le savent. Faire des images à tout prix n'est pas mon but. Ma priorité reste l'envol de la nichée. Je ne vais pas mentir, bien sûr. Cette source lumineuse intense a provoqué un froid, c'est bien légitime. Tous deux ont boudé l'entrée. C'était prévisible. Mais la femelle, après une demi-heure d'hésitation, prenant son courage à deux ailes, a rejoint sa progéniture. Le mâle, quant à lui, plus susceptible sans doute, a suivi l'exemple de sa belle 30 minutes plus tard. Néanmoins, il est resté plus craintif.
jusqu'à la fin du tournage. Dans des situations identiques ou presque, j'ai constaté de nombreuses fois que c'est la mère, après un dérangement, qui fait les premiers pas pour revenir nourrir ses petits. L'instinct maternel, certainement. J'espère que ces quelques révélations de coulisses vous auront intéressé. Ce petit passereau sédentaire, je le rappelle, est guère connu. Il élève une première nichée courant avril début mai. C'est le cas présent. Une seconde en mai-juin, parfois en juillet. La femelle bâtit seule le nid douillet. La ponte est composée habituellement de 5 à 6 œufs. L'incubation est de 15 jours en moyenne. Le futur père y participe. Les petits restent dans leur berceau, d'un diamètre de 5 cm pour 4 cm de profondeur, pendant une quinzaine de jours. Encore 3 ou 4 jours, et c'est le grand départ. Quasi emplumés, ils se préparent. C'est l'heure du nettoyage collectif. J'ai passé environ 30 heures auprès d'eux, enfin à bonne distance, en 4 matinées. C'est bien suffisant. Il faut être prudent. Ils sont grands désormais et attentifs, sensibles au moindre dérangement. À ce stade de croissance, ils peuvent à tout instant quitter précipitamment les lieux, un risque qu'il ne faut pas courir. Pour cette raison, j'ai replacé soigneusement l'écorce pour la dernière fois. 2 jours plus tard, soucieux de la tournure des événements, j'ai observé à distance raisonnable les abords du nid. L'absence d'activité était un bon présage. Du moins, je l'espère. Une fois sur place, c'est la confirmation. Plus de cris d'alarme des parents aux alentours, et pour cause, le jeune trio est déjà dans la nature. Voilà un bon dénouement qui me satisfait pleinement, car bon nombre de nichés n'arrivent jamais à terme, victimes de la prédation naturelle. Le grimpero est fidèle à son territoire. Il réaménage souvent le nid de l'année précédente, surtout pour la première nichée. Mais pas de chance cette fois. 1 mois et demi plus tard, j'ai une désagréable surprise. L'orme champêtre, encore robuste, parasité par un réseau de lianes dont certaines atteignent les 10 cm de diamètre, gît désormais couché en travers de la rivière. La plante invasive a condamné le vieil arbre avant l'heure.